C'était la météo de France 3 avec la ville de Langres, citadelle au rempart imprenable, la ville fortifiée qui vous ouvre ses portes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre 19-20 en Champagne-Ardenne à la une de l'actualité de ce vendredi 30 août. La foire de Châlons a ouvert ses portes ce matin. La 73e édition a été inaugurée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Une visite politique et des annonces. Plusieurs centaines de postes d'agents de la fonction publique devraient être créés sur le territoire ces 2 prochaines années. Et puis nous serons aussi en direct de Châlons qui se prépare pour sa première soirée de concert avec l'artiste Claudio Capéo, notre journaliste Grégoire Schott est sur place en musique. La rentrée scolaire c'est lundi, mais pour les professeurs c'était déjà l'heure de retrouver les bancs de l'école. Ancienne éducatrice spécialisée, Lydia Joseph fait sa reconversion comme 30% des professeurs. Nous l'avons suivie pour sa toute première rentrée en tant qu'enseignant stagiaire. Nous irons à Fumay, petite ville des Ardennes de 3500 habitants où se joue un petit peu plus qu'un match amical de gymnastique, vous le verrez. À 5 semaines des championnats du monde, la France affronte la Belgique. Une rencontre qui booste la ville et qui lui donne des idées. Le lac de Fiche-Baudel se mérite. Notre page été vous emmène ce soir sur le versant alsacien des Vosges à la découverte d'un lac méconnu, mais tout à fait sauvage et préservé. La foire de Châlons, c'est parti depuis ce matin et pour 11 jours, 73e édition d'un rendez-vous devenu incontournable. Un rendez-vous historique aussi, cela fait 50 ans qu'elle investit le Capitole de Châlons en Champagne, qui se transforme en capitale de l'innovation et de l'agriculture. 125 000 visiteurs sont attendus par plus de 800 exposants. Mais la foire de Châlons, c'est aussi un rendez-vous politique. Alors que la rentrée approche ce matin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a participé à l'inauguration. Une visite ministérielle sur fond de revendications sociales, mais aussi d'annonces. Plusieurs centaines d'emplois devraient être créés à Châlons dans les 2 prochaines années. Le détail avec Marilyn Fournier et Isabelle Greffon. Gérald Darmanin n'a pas hésité à aller au contact de la centaine de manifestants venus l'accueillir devant la foire. 45 ans de travail, je vais avoir 950 € de retraite. Vous trouvez que c'est normal? C'est néant. On n'est pas chahuté, on discute. C'est normal que la CGT ne soit pas d'accord avec ce que l'on fait. C'est pas une surprise absolue, donc il faut discuter. C'est ce qu'on fera. Une fois le ruban coupé, c'est ce que le ministre des Comptes publics a fait tout au long de sa découverte de la foire. Les agriculteurs n'ont pas été les derniers à l'interpeller sur le CETA et le Mercosur. Vous savez combien il y a de molécules homologuées en termes de phytosanitaire au niveau brésilien et nous, combien on nous en tire? Attendons. Attendons. On attend que ça ne se signe pas du tout. Le Mercosur inquiète notamment les betteraviers. On est déjà en crise parce qu'il y a un peu trop de sucre, et y compris dans l'Europe. Et là, on ouvre encore les vannes à l'importation à droit zéro. Donc voilà, ce sont des contraintes supplémentaires. Mais le grand dossier du moment, c'est la réforme des retraites. Dans les allées de cette 73e foire, la voix de syndicalistes s'est également fait entendre. Il faut toujours réussir à dire les choses. Ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, ils arrivent à entendre et à entendre toute la misère qui s'exprime. Mais le ministre est resté droit dans ses bottes et a tenu à manifester son admiration pour l'événement de la rentrée. Le dynamisme est très impressionnant. Et je trouve que ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que Châlons a connu ses difficultés. Elle a perdu sa place de capitale régionale, elle a perdu son régiment. Il y a quelques années, c'était une ville qui connaissait ses difficultés. Et je crois que Benoît Apparu a réussi à la fois par la foire, mais aussi par son dynamisme et son carnet d'adresses, à redonner sa place très importante à cette ville. Un dynamisme qui devrait être renforcé par l'annonce confirmée de la venue de plusieurs centaines d'agents de services publics à Châlons sous les 2 ans. Les annonces du ministre de l'Action et des Comptes publics, une bonne nouvelle pour le territoire de Châlons. Son maire, Benoît Apparu, s'en félicite. Écoutez. Le ministre des Comptes publics considère qu'il y a des territoires prioritaires dans le cadre d'un grand mouvement de déconcentration de fonctionnaires qu'il veut faire depuis Paris vers la province. Et Châlons est une des cibles prioritaires qu'il a identifiées, avec effectivement une annonce qu'il nous a faite tout à l'heure de plusieurs centaines. Il faudra calibrer les choses, bien évidemment, mais plusieurs centaines d'emplois publics de Bercy qui viendraient à Châlons, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le territoire. L'agriculture est aussi bien sûr à l'honneur à la foire de Châlons, une agriculture qui veut regarder vers l'avenir. On rejoint Odile Longueval sur place.
Bonsoir Leïla, oui je me trouve à la ferme de la foire de Châlons en Champagne parce qu'avant d'accueillir des stands divers et variés, il s'agit d'un rendez-vous agricole, le deuxième plus gros de France. Il marque la rentrée économique du secteur et pour en parler je suis avec Hervé Lapie, président de la FDSEA de la Marne. Bonsoir, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour le secteur cette foire de Châlons en Champagne ? C'est une foire qui fait le lien, comme toutes les foires, entre la profession agricole, mais aussi les citoyens et les consommateurs. Donc c'est un moment important pour nous pour repartager avec les consommateurs, mais en fait nos projets agricoles, mais aussi avec nos ministres qui viennent nous voir toute la semaine pour faire le lien avec le consommateur. Et je pense que c'est un moment important. Parce qu'effectivement, c'est une sorte de vitrine. Près de 200 000 visiteurs sur une semaine, des ministres qui sont en visite presque tous les jours. C'est un moyen privilégié d'échanger. C'est un moyen privilégié d'échanger avec aussi nos ministres, effectivement, parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, notamment avec le gouvernement, pour redéfinir quelle est l'ambition du gouvernement pour son agriculture et pour ses agriculteurs. On entend, nous, les attentes sociétales, mais à ce moment-là, il faut se mettre tous autour de la table pour répondre aux enjeux d'autonomie alimentaire, mais aussi développement de la biodiversité, développement des énergies renouvelables. On peut se passer aussi du fossile et se passer des gaz à effet de serre à partir de nos plantes. Donc je pense que les agriculteurs doivent être au centre du projet et au centre des attentes sociétales. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler toute la semaine, comme on le fait tous les ans, mais aussi tous les jours, pratiquement dans notre métier de syndicaliste, pour défendre la profession agricole. Alors ici on est à la ferme, mais quand on va un petit peu dans les allées, on voit beaucoup de machines, de l'innovation, parce que est-ce que la foire c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'agriculture de demain, l'agriculture du futur un petit peu ? L'agriculture de demain, l'agriculture de progrès, je vais prendre une image symbolique. Mes grands-parents, ils ont cultivé les terres que je cultive avec des chevaux et ils tiraient des charrues. Aujourd'hui, on pilote avec des satellites, avec des drones. Donc en 70 ans, l'agriculture a fait des progrès énormes en termes de recherche et d'innovation. Et les agriculteurs, ce sont des pionniers souvent de la recherche et de l'innovation. C'est souvent méconnu. Et c'est toutes ces techniques-là qui vont nous permettre aussi de répondre demain aux attentes sociétales, de développement durable, de protection de l'environnement. Donc effectivement, je crois que le progrès, la recherche et l'innovation, il faut le voir comme un secteur de progrès. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que syndicalistes, c'est de garder les hommes sur les territoires. Merci Hervé Lapie d'avoir répondu à nos questions. La foire de Châlons en Champagne donc qui se déroulera jusqu'au 9 septembre prochain. Merci beaucoup Odile. Notre dessinateur lui aussi fait sa foire, c'est le dessin du jour. Il est signé Daniel Cazenave. Dans le reste de l'actualité, il n'y a pas que les politiques et les professeurs, eux aussi, font leur rentrée. Avant leurs élèves, lundi, ils ont repris ce matin le chemin de l'école. Nous avons suivi une enseignante stagiaire en reconversion. Elle était éducatrice spécialisée et c'est sa première rentrée. Céline Lang et Xavier Kless l'ont suivie à l'école Jean Massé à Reims. Ce chemin qui longe le groupe scolaire Jean Massé à Reims, Lydia Joseph l'empruntera 2 jours par semaine pendant toute l'année scolaire. À 33 ans, la jeune femme est enseignante stagiaire. Lundi, elle accueillera des élèves pour la toute première fois. Tout doit être prêt dans sa salle de classe. Il y a un peu d'excitation parce que c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau métier, c'est de nouveaux élèves. Et il y a un peu de stress aussi, parce qu'on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, donc il va falloir que la rencontre se fasse. Et donc voilà, c'est un peu des deux. C'est à la fois excitant et à la fois un petit stress. Avant de choisir l'enseignement, Lydia a travaillé pendant près de 10 ans comme éducatrice spécialisée. Cette reconversion, c'est une envie d'aller plus loin. J'avais envie d'apprendre à faire lire, de faire des maths et sortir un peu du côté que social et vraiment être dans les apprentissages. Ouais, la transmission du savoir, c'est ça. Ce vendredi est consacré au dernier réglage. Le corps enseignant prépare la rentrée depuis plusieurs semaines déjà, de quoi rassurer tout le monde. Le stress pour un enseignant qui est déjà là depuis longtemps existe, mais pour les jeunes, évidemment, il est un peu décuplé ce stress. Donc on commence par l'accueillir, par rassurer, par lui dire qu'elle ne sera pas seule. On n'est pas seul dans une classe, on est une équipe et la solidarité fonctionne entre enseignants. Je peux tout leur demander, des conseils pédagogiques, des conseils au niveau des élèves, comment faire, comme la photocopieuse, voilà, toutes les petites choses qui permettent d'être sereine. Lydia fera classe à 27 élèves de CE1 2 jours par semaine. Le reste du temps, elle sera à l'école. Comme elle, un peu plus d'un quart des professeurs en France avaient une autre vie avant de se lancer dans l'aventure de l'enseignement.
La rentrée, elle se prépare aussi chez nous, sur France 3. Et pour nous en parler ce soir, un invité un peu particulier, Mathieu Mercier. Bonsoir. Vous êtes notre rédacteur en chef ici à France 3 Champagne-Ardenne. Et vous allez nous l'expliquer dès lundi, Mathieu, des nouveautés à l'antenne. Oui, là, il a un allongement des tranches d'information. Le midi et le soir, désormais, le 12-13. Votre 12-13 va commencer à 11h50. Et le 19-20 que vous présentez, là, il commencera à 18h50. Notez-le bien, avancez vos montres pour lundi. Donc, plus d'informations régionales sur France 3 Champagne-Ardenne. C'est historique. Donc, 20 minutes d'infos en plus. En fait, Mathieu, mais c'est-à-dire ? Alors, ce sera d'abord une vision positive du Grand Est à 11h50, proposée par les journalistes de la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne, mais aussi par nos voisins du Grand Est, en Lorraine, en Alsace. Et puis, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe en dehors de notre frontière. En gros, ce qui se fait de bien chez nous, on appelle ça le journalisme de solution, qui est, je crois, demandé par vous, les téléspectateurs. Alors ça, c'est pour le midi et pour le soir. Alors ce sera un feuilleton en 4 épisodes du lundi au jeudi, pendant lequel on va se déplacer chez vous, raconter des histoires de territoire, mieux connaître le quotidien ici dans la région, bref, passer plus de temps sur place. Est-ce qu'on peut dire en fait, Mathieu, que c'est aller voir les oubliés ? Oui, c'est exactement ça, ce dont on ne parle pas assez, vous nous le reprochez d'ailleurs parfois, dans des lieux où on n'a pas toujours la fibre optique, pas toujours assez de commerce, pas assez de médecins, pas assez de transport. Bref, on va aussi vous emmener dans des lieux qu'on pense connaître, mais qui parfois méritent d'être encore explorés davantage. Ça, c'est pour la semaine, du lundi au jeudi, et puis le vendredi, juste avant le week-end, on va prendre le temps. Oui, une pause culture le vendredi soir, ça va faire du bien. On va laisser plus de place à cette actualité culturelle de Champagne-Ardenne, la culture populaire, au bon sens du terme. En coulisses, on ira s'immerger dans le décor, suivre pourquoi pas des chorales, des artistes, des répétitions. Bref, on veut mieux comprendre, vous surprendre, vous étonner et surtout vous donner envie d'y goûter. Merci beaucoup Mathieu Mercier, donc rédacteur en chef de France 3 Champagne-Ardenne. Rendez-vous donc lundi pour 2 nouvelles tranches d'informations. Les horaires, on les rappelle, 11h50 et 18h50. On compte sur votre fidélité. On passe au sport avec un événement aujourd'hui dans la petite ville de Fumay, dans les Ardennes, à 5 semaines du début des championnats du monde de gymnastique. Ce sera en Allemagne. L'équipe tricolore affronte la Belgique pour un match de préparation. Une répétition générale qui donne des idées à cette commune de 3500 habitants. Sébastien Valente avec Damien Louvet. Une première depuis plus de 50 ans. L'équipe nationale masculine de gymnastique a posé ses valises dans les Ardennes pour une véritable rencontre test face à la Belgique. Une préparation dans des conditions de compétition, mais ici pas de recherche de performance, plutôt une phase de rodage et de dynamique de groupe. Positionné près de la frontière franco-belge, Fumay n'a pas été choisi au hasard. On est dans la phase finale de la préparation des championnats du monde, qui est une étape importante puisqu'elle sera sélective pour les Jeux Olympiques. Et on a besoin, à cette période-là, d'aller organiser des compétitions à l'extérieur de nos lieux habituels, de s'adapter à un environnement un peu différent. Un événement, une belle opportunité aussi pour susciter des vocations et mettre en valeur le département des Ardennes. C'est l'aboutissement de 6 mois de gros boulot, un vrai rêve pour les Ardennes. 51 ans qu'on n'avait pas accueilli un tel match. Donc vous imaginez la fierté des médaillés olympiques, le gratin de la gym française et puis les Belges juste à côté. On est frontaliers, donc c'est vraiment une vraie fierté. Oui. Une rencontre qui donne aussi quelques idées du côté de Fumay, notamment celle d'accueillir une délégation étrangère en résidence lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. On sait qu'on va avoir des possibilités d'accueil à ce moment-là et du coup on labellise la ville et on la rend crédible du fait d'une rencontre de cette importance. Donc je pense qu'on est bien positionné, pas trop loin de Paris, et il y a tous les pays de l'Est qui doivent venir ici. Ils ne pourront pas tous être à Paris, il faudra bien qu'ils aient des points d'attache à proximité. Je pense qu'on correspond aux critères de ce qu'ils attendent. Les jeunes gymnastes de Fumay en ont profité pour faire de nombreuses photos souvenirs, en espérant qu'il ne faudra pas attendre à nouveau 50 ans pour revoir la délégation française dans les Ardennes. Je vous propose à présent un petit crochet par la foire de Châlons où nous attend en direct Grégoire Choc. Grégoire, bonsoir. La foire de Châlons, c'est aussi la fête de la musique avec de belles têtes d'affiche encore cette année. Oui, bonsoir Leïla et bonsoir à tous. Effectivement, c'est une tradition ici à la foire de Châlons. Chaque soir, un concert gratuit pour les visiteurs. Et vous le voyez, ils sont déjà très nombreux à se presser devant la grande scène. On attend entre 15 et 20 000 spectateurs ce soir pour ce premier événement, le traditionnel Carrefour de Stars. Au programme, 8 groupes de la scène actuelle française avec des artistes reconnus comme The Avener, Scheim, Kyo, Les Bébés Brunes ou encore Claudio Capéo. Claudio Capéo, c'est un chanteur originaire d'Alsace
révélé il y a 3 ans dans la célèbre émission The Voice. Eh bien, il est actuellement en pleine tournée. Il a sorti un nouvel album l'an passé. Et pour lui, chanter dans une foire comme celle de Châlons, qui plus est une foire agricole, eh bien, ce n'est pas forcément anodin. Nous l'avons rencontré tout à l'heure en compagnie de ses musiciens. Écoutez. Nous on vient de la campagne, donc les tracteurs on les connaît très bien et puis voilà, il y a beaucoup de foires chez nous. D'ailleurs il y a la foire au vin d'Alsace, la foire de Colmar qui est notre foire à nous, c'est encore plus notre maison, donc voilà, c'est là où on a passé toutes nos années, c'est un peu là où on a commencé, c'est là où on traînait dans les allées et puis pour nous les foires ça nous parle complètement quoi. Et après Claudio Capéo, ce carrefour de stars, eh bien les concerts vont s'enchaîner ici à la foire de Châlons tous les soirs jusqu'au 9 septembre avec au programme des artistes très différents. Hein. Demain il y aura Maître Gims et puis ensuite il y aura notamment Zaz, se succéderont aussi Pascal Obispo, Patrick Bruel ou encore Salvatore Adamo. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a plus qu'à faire votre choix, Leïla. Merci beaucoup Grégoire et bon concert alors. Bonne soirée. Notre page été, cette semaine sur la route des lacs du Grand Est, direction le lac de Fischbodel sur le versant alsacien des Vosges. C'est peut-être l'un des moins connus, ce qui en fait aussi l'un des plus sauvages et des plus naturels. Marie Pouchin et Odile Barthélémy. C'est le plus petit des lacs vosgiens. D'origine glaciaire, le Fischbodel, littéralement marécage à poissons, est aussi l'unique lac naturel du massif. Alors venir ici, cela se mérite. 6,5 km uniquement à pied, mais vous allez le voir, c'est une balade en soi. On fera un grand bout de chemin avec Christophe Blenzer, notre accompagnateur de montagne éclairée. Et puis on partira à la rencontre de Martin Erhardt et ses 50 chèvres qui vivent en pleine nature. Il a le pas rapide et assuré des randonneurs sportifs. Christophe Blenzer nous emmène dans ce coin des Vosges alsaciennes qu'il aime bien. Un tout petit bout du GR5 qui relie Nice à la mer du Nord. Sauvage et accidenté, le sentier de la Wormsa est tracé au 19e siècle, au milieu de ces énormes pierres glaciaires. Là, on a un exemple typique avec les cailloux qui forment la moraine, c'est-à-dire que la glace, avec tout ce qui pouvait entraîner le glacier, raboter la montagne, c'est le cas de le dire, et amener avec le glacier tous ces cailloux, toutes ces masses de pierres qui sont autour de nous. Une vallée bouleversée où la nature a pris tous ses droits. Des ruisseaux, des cascades, reliés au lac à 790 mètres de haut. De l'eau partout, qui alimente une végétation un peu folle. Elle se rince un petit peu. L'eau n'est pas particulièrement potable du fait qu'elle descend directement dans du lac. Et pour se rafraîchir, c'est pas mal. Tout en haut, le lac du Fischbodel enfin. Avec ses crêtes en forme de cirque, il s'est niché là il y a plus de 10 000 ans. Un demi-hectare, encerclé naturellement en héritage de l'énorme glacier. Donc c'est l'unique lac naturel du massif ? Tout à fait, c'est un lac glaciaire. Donc tous les amas de roches qui sont ici au niveau de la moraine et ont été poussés par le glacier, amenés ici et a créé ce verrou glaciaire naturel qui a servi de barrage pour pouvoir former le lac lors de la fonte du glacier. Un milieu préservé, sans réseau, sans bruit, jusqu'en fond de vallée. À part celui des arbres qui se mettent à parler quand on appelle le silence. On franchit vraiment le pas de retour à la nature, c'est-à-dire au plus proche des arbres. On n'a pas peur non plus de serrer les arbres, de leur faire des câlins, de se sentir au contact de l'arbre. On laisse tous ces complexes de côté pour pouvoir se consacrer vraiment au bien-être. Le spectacle de la nature, lui, le vit en permanence. Martin Erhardt est un genre de berger qui cultive son environnement. C'est l'entretien naturel du paysage pour que ça ne se reboise pas, parce que depuis toujours, il y avait un troupeau de chèvres qui entretenait cette vallée. Et donc maintenant, on perpétue cette tradition et on ramène les biquettes pour la traite, on va les appeler.
Les clôtures bougent en permanence au rythme d'une transhumance un peu particulière qui offre à ces chèvres le meilleur de la vallée. On est des nomades, on cherche toujours les endroits où il y a quelque chose à manger. On ne va jamais les garder pendant des journées sur les mêmes pâtures parce que la chèvre elle a besoin de changement pour que ça stimule à manger. Sinon, elle ne donne pas beaucoup de lait. Et donc là, elles peuvent manger le serpolet, les herbes aromatiques de montagne. Elles mangent le sureau, le noisetier. Et c'est ça qui donne un lait parfumé si on peut varier leur nourriture. Un fromage au goût particulièrement fleuri. La traite est à l'ancienne matin et soir, dans les champs forcément. Le producteur vit au rythme de sa vallée depuis 38 ans. Il connaît toutes ses chèvres de génération en génération. C'est un choix. On a de meilleurs contacts avec les animaux. On peut les guider comme on veut. Elles nous écoutent parce qu'on les traite à la main. On peut faire ça en pleine nature et on peut les observer, on peut voir leur caractère. On est plus proche des animaux de cette manière. Ces chèvres lui offrent de quoi produire 70 fromages par jour, 100% bio, grâce à ce joyau des Vosges encore préservé. À suivre dans votre journal national, la rentrée des classes, non pas pour les élèves mais pour les professeurs. Ils retrouvent aujourd'hui leurs établissements avec cette année quelques incertitudes autour de la réforme du lycée. Vous verrez que les enseignants s'interrogent sur l'organisation des cours avec la disparition des séries au bac. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous sur France 3. Levant le voile au monastère royal de Brou, se couvrir la tête par pudeur, coquetterie ou en signe de deuil, la coutume existe dans de nombreuses cultures. Depuis l'Antiquité, le voile est porté le plus souvent par les femmes. Au départ, c'est un vêtement qui sert à couvrir la tête de toute femme respectable qui est en dehors du marché matrimonial. Une femme mariée, pour le dire simplement. Au fil du temps, cet accessoire vestimentaire revêt des significations différentes. Son usage peut être religieux, identitaire, symbolique ou allégorique. Selon les regards, il dissimule ou met en valeur. L'idée, c'était vraiment de prendre de la distance, de donner à voir, de donner à réfléchir avec des œuvres qui proposent des lectures et des partis pris très différents.